Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui se pose et s'impose à tous les pays africains. C'est la question du stress familial. Donc aujourd'hui, on va parler du stress familial, de comment est-ce qu'on doit se battre en fait pour gérer le stress familial et comment est-ce qu'on peut se battre pour contrôler le stress familial. J'espère que vous êtes là. Là, en ce moment, c'est notre direct nocturne. J'ai personne qui est avec moi pour l'instant, donc j'espère que vous allez nous rejoindre. Dans tous les cas, l'idée des directs nocturnes, c'est de permettre le matin à ceux qui se réveillent de pouvoir voir. Alors, il y a quelqu'un qui est là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis Stéphane Trifot. Je suis journaliste économique. Je présente une émission économique sur la télévision nationale ivoirienne. Et depuis un an, on a lancé le challenge Épargne 6 mois, c'est 6 mois. On a compris l'importance de la puissance financière. Et on a compris aussi le fait que la puissance financière des Africains est disponible, sauf qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Alors, un des éléments qui met l'Afrique en retard, qui appauvrit le continent africain, c'est le fait que lorsque une personne dans la famille commence à s'en sortir à un travail, cette personne est tirée par 15, 20, 30, 50 personnes dans la famille qui, elles, ne s'en sortent pas du tout. Et tous les yeux sont sur celui qui s'en sort un peu. Quand quelqu'un a un travail dans une famille en Afrique et que le gars, il touche 150 000, 200 000, 250 000 et 300 000, même si les gens de sa famille ne savent pas son salaire, les gens de sa famille s'imaginent que le gars, il touche 3 millions. C'est-à-dire que dans leur tête, ils ont une imagination qui leur fait croire que le gars de la famille qui s'en sort, en fait, lui, il touche 3 millions. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui dit que lui, aujourd'hui, il a besoin de 50 000. Demain, il y a un autre qui dit que là, lui, il a besoin de 50 000. Après, demain, il y a un autre qui dit qu'il a besoin de 50 000. Donc, ça fait 20 personnes comme ça qui ont besoin de 50 000. Donc, si vous avez 20 personnes qui ont besoin de 50 000, ça fait 1 million. Donc, la famille s'imagine que le gars, là, il peut résoudre tous les problèmes. Alors qu'il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il n'a même pas suffisamment d'argent. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement, il va donner le peu qu'il a, il va priver sa propre famille, sa femme et ses enfants, il va s'endetter, il va faire de la corruption au travail, il va accepter des pots de vin, il va faire des manigances à n'en plus finir pour exposer même sa stabilité financière, pour pouvoir répondre aux sollicitations de la famille, parce que dans sa tête, mentalement, il se dit qu'il est obligé de répondre aux problèmes de la famille. Ok? Salut Aristide. Donc, aujourd'hui, je veux mettre donc l'accent sur le fait qu'on a ce problème de stress familial. Il y a un stress financier sur les gens à cause des questions de famille. Et tant qu'on ne prend pas la responsabilité, en tant qu'Africain, de s'attaquer à ce problème, on ne va jamais réussir à avoir suffisamment de riches, suffisamment de gens dans la classe moyenne, suffisamment de personnes qui créent des revenus, qui gagnent de l'argent, qui transforment cet argent en capital, qui investissent cet argent et qui transforment cet investissement-là en richesse pour pouvoir sortir toute la famille, parfois tout le village du trou. Donc, nous devons prendre la responsabilité de prendre au sérieux la question du stress familial. Les finances des uns et des autres qui s'en sortent un peu sont sous stress. Et on va en parler ce soir dans ce direct nocturne. Je suis content de vous retrouver. Hein. Est-ce que vous savez que c'est très difficile de faire un direct sans trépied? J'ai retrouvé mon trépied, je suis sauvé. Bonsoir Thierry. Donc, comment contrôler le stress familial? La première des étapes, elle est mentale. C'est que vous devez avoir le sentiment que la pression familiale ne doit pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Vous devez être convaincu que la pression familiale ne doit pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Vous ne pouvez pas passer l'année 2010, vous aviez des objectifs que vous n'avez pas atteints à cause de la famille. En 2011, pareil. En 2012, pareil. En 2013, pareil. En 2014, pareil. Donc vous êtes obligé de rentrer en politique ou d'aller rencontrer des marabouts pour gagner un peu d'argent. Ok? Pourtant, normalement, avec ce que vous gagnez, bien géré, vous avez la possibilité de réussir à organiser votre vie correctement. Donc, la première des choses, c'est que vous devez vous fixer des objectifs financiers. C'est-à-dire que là, nous sommes en décembre. En janvier, on va se faire des vœux. En général, chaque année, les gens en décembre, ils font ce qu'on appelle des résolutions pour l'année qui vient.
Donc, on fait le bilan de l'année qui vient de s'écouler et on prend des résolutions pour l'année qui va commencer. Au nom de ces résolutions, on se dit, je veux me coucher un peu plus tôt, je veux faire du sport, je veux aller rendre visite à mes parents, je veux avoir plus de temps avec mes enfants, plus de temps avec ma famille. Première des choses, c'est que vous devez avoir des résolutions financières, c'est-à-dire vous fixez des objectifs financiers chiffrés. En d'autres termes, vous devez pouvoir dire que cette année 2024, mon objectif financier, c'est de terminer l'année avec une épargne de 500 000, de terminer l'année avec une épargne d'1 million. C'est d'acheter mon nouveau terrain. Peu importe là où le terrain se trouve, il faut que j'ai un terrain. Le terrain, il coûte 1 million. Mon objectif financier, c'est d'ici novembre ou décembre 2024, de faire en sorte qu'au bout de l'année, je puisse avoir minimum 1 million d'épargne. Donc, vous vous débrouillez. Le but, c'est que vous ayez épargné 1 million. Pourquoi? Parce que vous avez compris que le stress familial et la pression familiale ne doivent pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir vous fixer un objectif financier. Je veux gagner, et même pas forcément gagner. Hein. Pour moi, ce n'est pas gagner qui compte. Pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ils peuvent se dire, je veux gagner ça. Pour ceux qui veulent changer de métier, changer de boulot, par exemple, ils peuvent se dire que ici, je touche 500 000, je vais passer dans un boulot où je touche 600 000. Mais pour ceux qui ont déjà leur salaire, qui ont déjà leur boulot, l'objectif, c'est d'augmenter votre niveau d'épargne. Ça doit être un objectif, on doit être focalisé. C'est une ambition, c'est un rêve, c'est une concentration. On doit se débrouiller pour comprendre la nouvelle mode africaine, l'acquisition des actifs. On doit se dire que notre but, c'est d'augmenter nos revenus ou alors d'augmenter l'épargne que nous gardons. Cette mentalité doit être ancrée dans nos cerveaux. On doit se dire que c'est un combat, c'est une lutte, on sait tout ce que vous voulez, mais vous devez vous débrouiller dans vos activités pour pouvoir épargner le maximum d'argent que vous gagnez. L'argent qui reste, c'est ce qui vous fait. L'argent qui reste avec vous, c'est cet argent-là qui vous fait. Donc, le plus important, fixez-vous un objectif d'épargne. Je prends un exemple, je veux épargner 1 million. Pour épargner 1 million, disons 1,2 million, d'accord? Pour épargner 1 million, à la fin de l'année, vous êtes censé avoir épargné 100 000 francs par mois. Donc, cette épargne, elle est obligatoire, elle est sacrée. Rien ne peut toucher à ça. En d'autres termes, toute sollicitation familiale qui vous oblige à toucher à votre épargne, tout stress familial qui vous oblige à toucher aux 100 000 francs d'épargne que vous avez prévu tous les mois, doit être considéré comme, permettez-moi le terme, persona non grata. Je répète, si vous fixez un objectif de 100 000 francs par mois et il y a un stress, une urgence familiale qui vous oblige à toucher, à ces 100 000, ça doit être non, non et non. Ok? Vous me direz, ah mais Stéphane, toi aussi, il y a des urgences. Très bien. Si vous voulez avoir des urgences, donc c'est la règle numéro 2. Après avoir fixé un objectif d'argent que vous devez garder pour vous à la fin de l'année, la règle numéro 2 consiste pour vous à faire en sorte que vous puissiez fixer un budget pour l'assistance à la famille. Donc, vous avez un budget, par exemple, de 70 000 francs par mois. Et vous espérez, bien sûr, que vous ne serez pas sollicité tous les mois. Donc, chaque mois, vous avez 70 000 francs ou 50 000 francs par mois. Donc, si un mois, le mois de janvier, vous n'avez pas eu de sollicitation, le mois de février va ajouter 50 000 francs aux 50 000 francs que vous aviez au départ. Si en mars, vous n'avez pas été sollicité, vous ajoutez 50 000 francs. Donc, vous avez 150 000. Si donc en fin mars, donc début avril, vous avez une pression familiale, une sollicitation familiale, vous avez un budget qui est prévu à cet effet dans lequel vous pouvez tirer de l'argent pour pouvoir répondre à ces sollicitations-là parce que c'est un budget qui était prévu à cet effet. Ce budget de sollicitation familiale n'a rien à voir avec le budget de fortune, l'épargne de fortune que vous mettez de côté. C'est-à-dire que chaque année, vous devez vous dire que je dois gagner 1,2 million par an d'argent supplémentaire que j'ai épargné. Donc peut-être que vous avez gagné 500 000 francs, peut-être que vous avez 500 000 francs comme salaire. Au bout d'un an, les 500 000 francs comme salaire, c'est que vous avez gagné 6 millions par an. Et vous vous dites que chaque année, sur les 6 millions, je dois conserver sur mon compte d'épargne, sur mon compte titre, 1,2 million par an. Ça n'a rien à voir avec le budget que vous faites pour répondre aux sollicitations familiales. Donc, première étape, vous devez déterminer un montant que vous comptez conserver de tout l'argent qui sera passé entre vos mains,
un montant à la fin de l'année. C'est ce qu'on fait à peu près dans le challenge épargne. Dans le challenge épargne, quand vous allez rentrer, vous rentrez dans l'application de challengeépargne.com, on vous fixe à peu près un montant que vous pourriez gagner au bout de 6 mois. D'accord? Moi, je me suis dit que si je suis bien concentré, je peux gagner une épargne de 3 millions au bout de 6 mois. C'est dans le challenge épargne, c'est clair, c'est affiché. Donc, je me suis dit pendant 6 mois, je peux me débrouiller en réduisant un peu mes dépenses pour pouvoir épargner 3 millions au bout de 6 mois. Donc, je fais cet exercice. Je pense que mon objectif est atteint en ce moment. D'accord? Donc, c'est un objectif sur 6 mois de 3 millions. Donc, vous pouvez vous dire que de la même manière, au bout de 12 mois, je veux épargner 1,2 million sur les 6 millions que je gagne parce que mon salaire est de 500 000 et 500 000 fois 12, ça fait 6 millions. Maintenant, en plus de ce million, c'est-à-dire de ce million 2 que vous voulez épargner pour vous-même à la fin de l'année, vous devez prévoir un 50 000 par exemple pour répondre aux sollicitations familiales. Et les sollicitations familiales ne seront répondues que dans la mesure des 50 000 que vous avez épargnés par mois. Écoutez-moi, le combat que nous menons est un combat d'indépendance économique et financière pour le continent africain. Donc ce n'est pas juste un effort de méchanceté et tout ça. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que nous puissions mobiliser l'épargne africaine pour financer le continent africain. C'est ça le combat. Donc c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que vous allez me dire, ah Stéphane, souvent il y a des urgences. Je vous l'ai expliqué déjà dans un direct. S'il y a des urgences, ce que vous devez faire, c'est de ne pas être le seul à vous occuper des urgences de votre famille. Vous devez avoir des clubs d'amis, des clubs des gens du quartier qui peuvent vous aider en cas de besoin. Nous, par exemple, on a un groupe à l'école. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se marie ou qu'il y a un malheur, on cotise. Donc, vous cotisez très peu. C'est parfois des 1000 francs, des 2000, des 5000. C'est très très peu d'argent. Si vous épargnez par exemple 50 000 par mois pour les sollicitations familiales, pour enlever 5 000 dedans, au cas où il y a un décès, au cas où il y a un problème, mais vous devez avoir des groupes d'amis qui vous aident pour ne pas que vous puissiez manquer l'atteinte de vos objectifs financiers. Ça, c'est la troisième des choses. Donc, premièrement, fixez-vous un objectif financier, c'est-à-dire l'argent que vous avez l'intention de garder et d'épargner à la fin de l'année après avoir travaillé pendant un an. Deuxièmement, fixez-vous un budget qui va vous permettre de soutenir la famille en cas de besoin. Troisièmement, soutenez vos amis, vos frères et vos sœurs en cas de besoin, si eux-mêmes sont dans des difficultés, pour que eux, quand vous serez dans des difficultés, ils vous soutiennent. Ça va vous aider à ne pas toucher à votre épargne pour résoudre les problèmes. L'épargne est sacrée. Quatrième problème, quatrième solution que je vous recommande, et je pense que c'est le plus important. Le quatrième point, occupez-vous pendant que vous êtes encore jeune. Occupez-vous de vos petits frères, de vos petites sœurs. Prenez soin d'eux. Ne laissez pas vos petits frères sans aller à l'école et ça ne vous dit rien. Ne laissez pas vos petites sœurs qui s'en foutent de l'école en fait, qui sont plus dans les mèches, dans la beauté. Et vous êtes là, vous parlez un peu, mais vous ne prenez pas le temps de les faire asseoir pour étudier, de les faire asseoir pour lire leur livre de lecture. Vous ne prenez pas le temps de faire leurs exercices avec eux. Prenez soin de vos familles pendant que vous en avez encore le temps. Prenez soin des petits frères. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez un jour vous en sortir, les premières personnes, d'abord c'est les parents. Les parents, bon, souvent ils peuvent s'en sortir, souvent les parents mettent la pression. Mais vous devez résister à un niveau de pression parce que les parents ne peuvent pas pousser leurs enfants à rentrer dans la prostitution pour pouvoir s'occuper d'eux. Non! Non! Et il y a des filles aujourd'hui qui tombent dans la prostitution, qui sont obligées de vendre leur corps pour pouvoir s'occuper des parents. Non! Non! Évitons ça. Débrouillez-vous pour éviter ça. Oh, il faut justement qu'on ait l'occasion d'en parler. Mais le quatrième point est important. Occupez-vous des petits frères. Occupez-vous d'eux. Donnez-leur du temps. Soyez vous-même un modèle. Vous êtes un grand frère. Soyez un modèle de quelqu'un qui aime aller à l'école. Pour ne pas que votre exemple puisse influencer les petits frères. Si vous allez à l'école, ça va pousser ceux qui vous suivent à se battre également pour aller à l'école. Si vous êtes assidu dans vos études, ça va pousser ceux qui vous suivent à se battre pour être assidus dans leurs études.
Et c'est ça le combat que vous devez mener. Vous devez mener un combat pour l'éducation des plus jeunes. C'est ce que nous on fait chaque année. On va dans les écoles. On a un programme qu'on appelle le programme Élite. On va dans les écoles pour encourager les jeunes à développer leur envie d'aller à l'école, leur envie d'excellence et tout ça. On peut le faire au niveau des écoles, dans le cadre de l'ONG, comme on peut le faire au niveau familial. Ce sont ces jeunes-là, en dehors des parents, laissons les parents, ce sont ces jeunes petits frères-là qui vont vous mettre une pression incroyable. Incroyable. Donc, le but d'une famille, quand vous êtes un grand frère, comme un aîné d'une famille, votre responsabilité est de faire en sorte que tout le monde dans la famille réussisse. Vous ne pouvez pas laisser vos petits frères s'abandonner à TikTok comme ils veulent. Vous ne pouvez pas les laisser être du matin au soir sur les réseaux sociaux. Il faut une éducation, une fermeté qui les pousse à prendre leur vie au sérieux, à avoir un rêve, à avoir une ambition. Prenez le temps de leur demander, ils veulent faire quoi dans la vie? C'est quoi leur rêve? S'ils disent qu'ils veulent devenir, je sais pas moi, pharmacien, envoyez-les un jour dans une pharmacie, rencontrer un pharmacien pour s'inspirer. S'ils disent qu'ils veulent devenir ministre, trouvez un jour un moyen de rencontrer un ministre de la famille, ou si vous avez un tonton qui est directeur auprès d'un ministre dans un ministère, amenez-le à la maison. Demandez-lui comment on fait pour devenir ministre. C'est vrai qu'il n'est pas ministre, mais il travaille avec un ministre. Comment le ministre est, pour que le jeune homme entende ça. Vous devez emmener les enfants à rêver. Vous devez emmener les enfants à se dépasser. Vous devez faire en sorte que les petits frères ne s'abandonnent pas. À un moment donné, il y a les TikTok et autres. Il y a la drogue. Défendez vos enfants contre les problèmes de drogue. C'est extrêmement important. Défendez-les. Il y a la drogue. Ensuite, il y a la sexualité. Défendez les enfants contre... Il y a un âge là. C'est bizarre. Mais quand les problèmes de sexualité rentrent dans la tête, là, ça devient terrible. La sexualité des jeunes, amplifiée par la pornographie. Ils ne veulent plus aller à l'école, plus rien ne les intéresse, ils pensent qu'ils sont devenus importants. Il y a un âge, vous devez prendre le temps. Il y a un âge de transition. Prenez le temps de parler aux plus jeunes. Prenez le temps. Les jeunes Africains, vous dites que vous êtes solidaires. La Côte d'Ivoire dit qu'elle est un pays d'hospitalité. Les Africains disent qu'eux, ils aiment la solidarité. La solidarité doit être intrafamiliale. Vous devez vous arranger au sein de la famille pour aider les plus jeunes à se développer. Aider les plus jeunes à étudier. C'est un combat. Parce que si vous ratez ça, vous allez prendre drap. En Côte d'Ivoire, on dit vous allez lire l'heure. Donc, aujourd'hui, il y a des difficultés. Mais il y a des difficultés parce qu'il y a des frères, il y a des cousins qui n'ont pas été assistés au moment où ils devaient l'être. Par des parents qui ne les ont pas assistés. Par des grands frères qui n'ont pas assisté les petits. Et même il y a des petits frères qui peuvent assister les grands frères. Donc le quatrième point, il est extrêmement important. Débrouillez-vous, donnez du temps aux jeunes. Accordez du temps aux générations qui sont les plus faibles. Débrouillons-nous pour nous battre pour eux. C'est le quatrième point. Et donc, je vais résumer. Le premier point, fixez-vous des objectifs financiers. En termes d'épargne, c'est-à-dire que moi, je sais que j'ai un salaire de 500 000. À la fin de l'année, je veux avoir épargné 1,2 million. Premièrement. Deuxièmement, fixez un budget pour aider les membres de la famille et vous ne devez pas dépasser ce budget. Troisièmement, s'il y a une urgence qui fait que vous pourriez dépasser ce budget, sollicitez les cercles d'amis à l'église. Les gens de l'église doivent cotiser pour vous. C'est pour ça que vous aussi, quand vous êtes à l'église, vous devez jouer un rôle à l'église pour que vous existiez si on ne vous connaît pas dans les fichiers. À la mosquée, là où vous êtes, vous devez aussi apporter une contribution à votre communauté, à l'église, à la mosquée ou dans votre cercle religieux. Vous devez vous débrouiller pour être aussi présent, pour qu'on vous reconnaisse. Comme ça, en cas de besoin, on peut vous soutenir. D'accord? Ça, c'est ça. Les gens qui ont fait l'école avec vous, les amis du quartier, les gens de la cité qui sont là. Quand il y a des décès, vous devez apprendre à contribuer, à être présent pour que vous aussi soyez présent et qu'ils puissent vous aider à supporter la pression. Quatrièmement, protégez les petits. Si vous êtes un papa, une maman, protégez vos enfants. Faites-leur faire leurs exercices. Donnez-leur envie de rêver. Et vous aussi, arrêtez d'être des parents ivrognes. Parce que quand vous êtes des parents ivrognes, vous ne donnez pas de bons modèles à vos enfants qui vont copier. Donc, à cause des enfants, vous devez vous surpasser. À cause des enfants, vous devez vous dépasser. Parce que ces enfants-là seront un fardeau pour vos autres enfants si vous n'avez pas pris le temps de les préparer le moment venu. Donc c'est une urgence nationale, c'est une urgence africaine que les aînés puissent
tendre la main aux plus jeunes, les protéger des vices, les protéger des fléaux. Parce que les vices, les fléaux et les autres addictions sont la source de la perturbation socio-économico-politique dans nos pays. Qui est-ce qu'on prend pour aller faire des casses? C'est des jeunes enfants qui n'ont pas réussi à l'école, qui ne s'en sortent pas. C'est des jeunes enfants qui n'ont pas terminé leurs études et qui après sont devenus des enfants soit dans la rue, soit des enfants qui font des arts martiaux pour se défendre, donc ils combattent, soit qui sont devenus des loupards. Beaucoup n'ont pas réussi leurs études. Et ce sont eux qui sont à la source des problèmes. Les attaques, ils égorgent. Pourquoi est-ce que des gens peuvent égorger d'autres personnes pour prendre leurs organes, pour aller rencontrer des marabouts, pour pouvoir tuer leurs parents, vendre leur âme? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas de chemin, ils ne s'en sortent pas. Pourquoi des gens vendent la drogue? Parce qu'ils n'ont pas de piste. Donc le plus important pour nous, c'est de nous arranger pour nous battre pour les plus jeunes, pour nous battre pour leur donner un espoir, pour nous battre pour qu'ils aient un métier. C'est vrai qu'ils sont parfois bêtes, je suis d'accord. C'est vrai qu'ils exagèrent, mais on a un intérêt national commun à lutter pour la vie et la survie de ces jeunes enfants-là. C'est un combat. Vous devez prendre une partie de votre temps, le temps que vous prenez pour jouer aux dames, pour aller vous amuser, pour aller écouter des films quelconques, pour aller draguer. Tout ce temps-là, une partie de ce temps doit être réservée à vous occuper des plus jeunes. C'est comme ça que dans une génération, on va développer des gens qui participent à l'économie nationale au point de libérer le stress que les uns et les autres qui s'en sortent ont. Ce stress familial-là doit être partagé sur la plupart des membres de la famille. Pourquoi donc est-ce que c'est important de le faire? Parce que souvent, le stress familial ne porte que sur un seul frère, une sœur, 2 sœurs, 3 frères. Sur 10 enfants, le seul ou les 2 qui s'en sortent, ce sont eux qui prennent tout le stress familial. Donc, le plus important, c'est que dans une génération, on doit faire basculer ça. L'Afrique est jeune, il y a des opportunités, il y aura du travail pour les jeunes Africains qui le veulent. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les gens viennent du monde entier et essaient de travailler en Afrique, parce qu'il y a du travail en Afrique. Donc, si nous préparons nos jeunes, les jeunes pourront aussi profiter des opportunités d'emploi qu'il y a sur le continent et des opportunités d'emploi qui vont s'augmenter au fur et à mesure des années. Mais notre responsabilité maintenant, c'est de se décider, de faire le vœu, d'accorder du temps aux plus jeunes, de ne pas les laisser aller errer, de ne pas juste parce qu'ils se jouent les grands, ils font ce qu'ils veulent, dont vous ne leur parlez plus. Non, parlez-leur quand même. Et s'il le faut, priez pour eux. Je dis bien, s'il le faut, priez pour eux. Vous devez assurer la protection de vos enfants, de vos frères, de vos petits frères contre les drogues, les addictions et le fait que les gars refusent d'aller à l'école. Prenez soin de vous. J'en ai fini. J'ai retrouvé mon trépied. Donc tous les directs que je vous dois, je vais tout rembourser. Merci et à demain.